D'après vous, qui a dit, je cite, « Le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Le travail du metteur en scène consiste à faire de jolies choses à de jolies femmes. » Eh bien, c'est le grand François Truffaut. Alors, ça nous fait quand même un peu mal aux oreilles d'entendre ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce soir, je vous invite à vous mobiliser et à faire bouger les lignes avec nous en participant au programme Nouvelles Femmes de Cinéma. Cette ambition et ce programme sont nés parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Mais en matière de 7e art, à peine un film sur 5 en moyenne est réalisé par une femme en année. Alors aux arts, cette statistique nous heurte, nous questionne, c'est un peu comme un caillou dans notre chaussure. On a donc eu envie de creuser ces chiffres en se concentrant en particulier sur les nouvelles femmes de cinéma, nom générique qu'on a donné aux réalisatrices ayant réalisé leur premier, deuxième ou troisième film. Nous pressentions que quelque chose se passait avec cette nouvelle génération de réalisatrices, et c'est ce que confirme l'étude que nous avons menée avec le soutien de notre fidèle partenaire, la Fondation Sisley, et également le soutien du CNC, de France Télévisions et de l'association Deuxième Regard. Cette étude nous dit que la relève est là, qu'une nouvelle génération de réalisatrices est en train d'émerger. Tout au long de la semaine, 10 nouvelles femmes de cinéma vont venir nous présenter leurs films et échanger avec le public. Je voudrais terminer par une dernière bonne nouvelle. Notre compétition est pour la première fois totalement paritaire. Et oui, c'est une bonne nouvelle, parce que le cinéma, c'est toujours un regard... Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que le cinéma, c'est toujours un regard spécial porté sur le monde, un regard qui peut marquer une vie, qui est toujours particulier, et qui mérite d'être représenté aussi bien par celui des hommes que celui des femmes. Venez découvrir ces réalisatrices, leurs films, participez. Nous vous attendons nombreux et nombreuses. Merci. On va passer maintenant à la partie artistique du festival. Oui, on va y passer, ça fait rire des gens dans la salle, attention. On va parler maintenant des films et des personnalités du festival. Voilà. Alors, comme tous les ans, le festival fait la part belle au court-métrage avec une superbe sélection concoctée par Jacques Kermabon, rédacteur en chef de la revue Bref. C'est même la seule revue au monde consacrée au court-métrage. Et un prix sera remis à la clôture par un jury présidé par Antonin Pérez-Jaco. Et bien entendu, ces personnalités-là, on vous les présentera à la clôture. Ils arrivent au milieu du festival. Donc n'oubliez pas d'aller voir les séances de court-métrage. C'est quand même très important le court-métrage pour le cinéma. Alors cette année, on a deux invités d'honneur. Une femme tout d'abord, Valeria Golino. Je crois qu'on peut la voir là, voilà, c'est ça. C'est une actrice italienne qui fait une carrière internationale, vous la connaissez tous. Elle est réalisatrice depuis peu, et elle nous présentera son premier film, Miel, à 20h, jeudi, au cinéma de Bourg-Saint-Maurice, le Cœur d'Or. Voilà. Et elle nous rejoindra au milieu de la semaine. Donc Valeria Golino, qui est notre première invitée de donc on a avec nous un deuxième invité, comme vient de nous le dire Nathalie. Donc c'est Bertrand Bonello. On peut l'applaudir. Il est avec nous une comédienne. Elle a commencé sa carrière avec Jean-Charles Taquella, avec Chabrol. Elle tourne ensuite Narco, Le Bal des actrices, Les Infidèles. On la connaît aussi grâce à la télévision, Clara Scheller, et encore tout récemment grâce à la télévision, mais ça reste plus privé, si on peut dire, Mélanie Douté. Il y a un acteur islandais avec nous, il est déjà venu aux Arcs, on nous présentait The Deep, et on a pu le voir aussi dans une série culte qui s'appelle True Detective, et il a aussi tourné avec Spielberg, mais il a raté son avion. On peut tourner avec Spielberg, pas rater son avion, c'est l'avion qui est bloqué. Vous voyez comme quoi ça peut arriver, donc il n'est pas avec nous, mais il va arriver dans la nuit. Donc on va le découvrir à la clôture, vous le verrez. Donc vous découvrirez Olafur Darri Olafsson à la clôture, mais il sera avec nous, vous le promettez. L'avion va décoller, j'espère. Et pas faire. Voilà. Alors maintenant, une autre réalisatrice française qui a fait de nombreux films multi-sélectionnés et primés dans de nombreux festivals, Les Amoureux, La Nouvelle Ère, La Répétition, La Belle Saison, Catherine Corsini, un comédien, un producteur, un réalisateur allemand, comédien dans Le Patient anglais, producteur heureux
du remarqué Tony Herman cette année à Cannes en France, quand il est sorti, et le réalisateur du brillantissime Victoria, Sébastien Schipper, une comédienne française. Elle l'a tournée avec Alain Chabat, gamin. On a pu la voir dans Populaire. On va la retrouver bientôt dans La prunelle de mes yeux d'Axel Robert, Mélanie Bernier. Et pour finir, le président du jury. And to finish, the president of the jury. Un réalisateur franco-roumain. On lui doit Train de vie au succès international, 20 vies et devient, d'autres succès, Le concert, La source des femmes et tout récemment L'histoire de l'amour. Radu Mihail. Alors je ne sais pas si vous voulez être bavard, tu peux dire quelque chose. Très, parce que les gens aiment bien attendre au début du film, en résumé. Donc non, justement pour vous remercier à mon nom et j'imagine au nom de tout le jury de nous avoir invités dans ce si beau festival, dans cette belle station, dans ce beau pays, si je peux dire. Et surtout, moi j'aimerais vous remercier de savoir conjuguer la beauté d'ici, des arcs, et la beauté européenne. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tensions en ce moment, il y a de moins en moins de gens qui croient à l'Europe. Moi, je crois toujours à la diversité et à la beauté de cette Europe et à la diversité des avis, des pensées, des expressions européennes. Donc merci à vous tous qui organisez ce festival de fêter la beauté, la diversité d'expression de l'Europe. C'est ça notre force. Merci beaucoup. On va le faire en chœur. Voilà. Je déclare. Je déclare ouvert la 8e édition du Festival européen de cinéma des arts. Bravo. Merci au jury. Alors vous avez travaillé beaucoup, vous avez beaucoup de films à voir, donc faites ça très bien. J'espère. Je vous mets la pression. Voilà. Donc, bonne semaine. Et puis, on se retrouvera vendredi prochain, ici même. Voilà, avec le palmarès. Merci beaucoup. Nous avons deux réalisatrices aguerries et deux nouvelles femmes de cinéma et l'une des meilleures observatrices du cinéma en général et de ce cinéma-là en particulier. Alors, à ma gauche, Danielle Thompson, que tout le monde connaît, scénariste, réalisatrice. Votre dernier film, Cézanne et moi, votre premier film, La Grande Vadrouille, et entre les deux, des dizaines, combien, je ne sais plus, vous allez nous raconter, des dizaines et des dizaines de films dont tout le monde se souvient. Je saute une étape pour aller à la deuxième réalisatrice aguerrie, qui est Catherine Corsini, qui, vous avez été actrice, vous êtes actrice encore peut-être ? Très légèrement, réalisatrice et sénatrice également. Vos films, je ne citerai pas tous non plus, mais il y a La Belle Saison, Trois Mondes, Partir, avec Toubou, Florence Bensadoun, qui est rédactrice en chef cinéma du magazine Elle, et qui était auparavant directrice de la rédaction du journal Première, ce qui était quand même aussi une première qu'une femme dirige ce magazine de cinéma, et vous avez aussi participé à plusieurs émissions de cinéma. Non. Alors, on l'a décidé ensemble. On a laissé le premier mot à un homme, on va laisser le deuxième mot à un homme, Philippe Dornano. Vous êtes président de Sisley, et vous allez nous dire pourquoi vous tenez à être là, et qu'est-ce que vous allez faire ensuite autour de ce thème-là. Écoutez, nous, c'est d'abord deux choses. Notre présence ici, c'est une rencontre avec l'équipe des Arcs, avec Pierre-Emmanuel qui a parlé, avec Claude, avec Guillaume, avec Fabienne, et aussi l'amour du cinéma, l'intérêt pour le cinéma qui nous a poussé à être présents. On avait réfléchi comment on pouvait participer au Festival des Arts, et c'était un moment donné où, juste comme l'a très bien dit Pierre-Emmanuel, on parlait beaucoup du problème de la représentation des femmes dans le cinéma. Je crois que
Florence avait écrit un article qui avait été assez remarqué, parlant de Cannes, expliquant que c'était étonnant de ne pas avoir une présence plus forte, même une présence tout court, de femmes à Cannes. On s'était dit que l'une des choses qui pouvaient être intéressantes, c'était de justement mettre des réalisatrices en avant. Il y en a quand même un certain nombre. Et on a, pendant 3 ans, eu la chance de primer 3 réalisatrices. Jasmina Zvanic, qui est bosniaque, Lucie Borletto, qui est française, et Margolata Janowska. J'ai toujours un peu de mal, et pourtant je suis d'origine polonaise, donc ça tombe pas bien. Qui sont 3 très belles réalisatrices. Et après, Pierre-Emmanuel l'a aussi bien expliqué, on a réfléchi. La deuxième étape, c'est peut-être aussi de faire un état des lieux, de regarder un peu ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle Fabienne a eu l'idée de lancer une étude, on était heureux de participer à ce travail, de manière à objectiver la situation, parce qu'on ne peut pas faire avancer les choses si on ne regarde pas, et l'étape suivante, c'est sans doute de suivre, de voir comment ça évolue. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a parlé de différence de génération. Il y a 20% de femmes réalisatrices, à peu près, donc 1/5 dans les générations les plus âgées. Il y a maintenant 1/4 dans les générations les plus jeunes. Enfin, ça fait toujours un gros écart avec la parité. Voilà la raison de notre engagement. Merci. Vous pourrez intervenir, évidemment, vous avez le droit d'intervenir quand vous le désirez. On va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par vous, Daniel. Je vais faire un petit tour de table sur comment vous êtes arrivé à faire votre premier film. Alors parfois en utilisant un peu de la provocation, parce que vous avez toutes eu un parcours extrêmement différent. Et ma première provocation, c'est... Ce métier qui représente l'attente, le désir des autres, alors que dès qu'on se met à travailler dans l'écriture et la mise en scène, c'est les autres qui nous attendent. Et c'est une sensation, je trouve... enfin pour moi, beaucoup plus agréable. Alors, j'ai évidemment une position très privilégiée, puisque j'ai été embarquée très jeune dans cette équipe d'auteurs de La Grande Vadrouille. Vous dites que c'est mon premier film, c'est mon premier film modestement comme co-scénariste, c'est le film de mon père, bien sûr. Donc, j'ai eu cette incroyable facilité de rentrer, évidemment, dans cet univers du cinéma qui peut être un univers ceux qui n'en font pas partie justement dans une trajectoire familiale. Et donc j'ai appris ce métier en le faisant et sans aller jamais dans une école de cinéma, mais en apprenant ce que c'était que l'écriture du scénario, en faisant partie d'une équipe de scénaristes extrêmement expérimentés, qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont traité très gentiment. Alors, évidemment, l'envers de ça, c'est que, en effet, la question que vous posez, c'est est-ce que je travaillais parce que j'étais la fille de mon père? Oui, pendant très longtemps, bien sûr. Je pense que la raison pour laquelle ça a été finalement quelque chose de très positif, c'est que j'en ai fait quelque chose de très positif et jamais quelque chose de négatif. Parce que c'est vrai qu'on peut être écrabouillé par ses parents dans n'importe quel domaine, quand ce sont des gens qui ont une grande réussite professionnelle, une grande réussite tout court, et je pense que beaucoup de gens ont du mal à sortir de ça. Bon, c'est pas vraiment un problème grave comparé à beaucoup d'autres, mais enfin, c'était le mien. Et j'ai considéré que j'apprenais ce métier de scénariste, que j'ai donc pratiqué pendant ces fameux premiers films avec mon père. Donc la Grande Vadrouille, et puis Les Aventures de Rabbi Jacob, et puis La Folie des Grandeurs, enfin ces films qui sont restés un petit peu dans nos cœurs à tous, et donc c'était une grande facilité. Donc on a complètement le parcours inverse, hein. Moi j'ai... en fait, mais quelque part il y a quelque chose où on se rejoint, c'est que mon père est mort quand il avait 24 ans, j'avais 2 ans, et en fait je sais qu'il voulait être acteur et metteur en scène. Donc je pense que je porte ça, et que, comme dit Daniel, je l'ai transformé, c'est-à-dire que c'est pas resté un truc, un handicap ou un fantasme, j'ai réussi à en faire quelque chose. Après, j'ai vraiment voulu être actrice depuis que j'étais petite. Je faisais du théâtre, je faisais des trucs tout le temps, je faisais des ateliers, j'obligeais des gens à faire du théâtre partout, j'étais vraiment dingue avec ça, et je voulais être actrice, c'était un truc, c'était que ça que je voulais faire. Et en fait, j'ai complètement échoué comme actrice.
Et j'ai rencontré et puis en plus j'ai échoué, puis j'ai vu que les rôles qu'on proposait, ou moi ce que j'arrivais à faire, c'était tellement affreux, je faisais des bonnes, j'ai épluché des poulets, des infirmières, enfin j'ai des trucs à la télé atroces, voilà, j'ai essayé de faire du doublage, j'étais jamais synchrone avec les trucs, en plus, de toute façon ça marchait pas, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, je me fais la revanche, j'ai tout loupé comme actrice. J'ai rencontré Jean-Luc Godard, il m'a pas pris, j'ai rencontré plein de gens, ça n'a jamais marché. Bon. Donc, mais bon, j'étais quand même très très volontaire, et j'ai rencontré des gens qui étaient à l'IDEC, j'ai tourné dans leurs films et je me suis dit, mais ils sont nuls, ils savent pas diriger les acteurs. Et au moins, moi je sais faire ça, donc je vais faire des films, puisque moi je sais diriger des acteurs, je vais au moins faire des films. Donc j'ai commencé à faire des courts-métrages comme ça. Et puis je me suis dit, je peux au moins offrir des rôles à des filles qui ne sont pas des rôles de quiche, et où il y a un peu il y a du jeu, il y a des choses à faire. Et c'est même là-dessus que je réfléchis même toujours de plus en plus. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon premier court-métrage, vu que je ne venais pas du tout de ce milieu, etc., ma mère, elle était dans la salle et elle m'a dit « Mais comment tu as réussi à faire ça ?» Parce qu'elle n'en revenait pas que j'ai réussi à faire un truc, il y avait des images, je ne sais même pas si elle a compris ce que c'était que le court-métrage, mais que déjà j'ai réussi à faire un film, faire un court-métrage, c'était pour elle extraordinaire, je crois. Et je trouve qu'il y a un truc aussi beau dont on parle, c'est justement de la légitimité. Parce que par exemple, Danielle, elle ne s'est pas dit tout de suite, je vais faire des films, elle a été scénariste. Elle ne s'est pas dit, je vais faire. Voilà, c'est qu'on a toujours un truc, on a quand même toujours un truc en tant que femme de légitimité, de place, etc. Et voilà. Tu résumé Oui, non, moi j'ai commencé comme ça, par hasard, j'avais un instituteur qui montait une pièce de théâtre. Et c'est l'inverse de Macron alors. Il faisait une pièce de Pagnol et je me rappelle, j'étais malade lors de la distribution et du coup le rôle avait été filé à un autre gars et moi j'avais tellement envie de faire le rôle du mec parce qu'il y avait des vrais enjeux à défendre et je me retrouvais plus dans le personnage. Et puis bref, en tout cas il répétait et il connaissait pas son personnage. Et le prof le dispute, il dit « Ouais, t'as pas appris ton rôle, c'est inadmissible. » Moi j'avais 8 ans à peu près, et puis moi je lève la main, je fais « Moi je l'ai appris. » J'avais appris tout son rôle par cœur, du coup je lui ai pris. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça, qu'il y avait vraiment un besoin carrément viscéral d'être là, devant ces gens, de jouer, et j'avais pris un plaisir monstre à le faire. Et à partir de là, je savais que il y avait ma voix quelque part. Mais je savais pas, je connaissais pas le théâtre, pour moi c'était quelque chose d'assez abstrait, ma babysitter c'était plutôt la télévision, donc j'ai regardé plutôt de grands films, parce que moi à mon époque il y avait quand même des très grands films à la télé. J'ai découvert les grands films de Daniel, de son papa, de Louis de Funès, les westerns, donc j'ai été un peu bercée avec ça, et en même temps le Bollywood, parce que ma mère regardait beaucoup de films. Entre ce rêve et sa réalisation, il y a tellement de gens qui ne sautent pas ce pas, qui ne le réussissent pas. Vous avez réussi comment? J'ai visualisé. Non, mais je sais pas, c'est bizarre, enfin, c'est très dur de répondre à cette question. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose dans mon ventre qui était, quand je suis... Enfin, d'abord, j'ai été d'abord comédienne. J'ai un peu le même parcours que Catherine, c'est-à-dire que j'ai cru que je voulais être comédienne. Moi, en fait, je croyais que je voulais être comédienne. Et en fait, très vite, quand j'ai fait une grande école d'acteurs, je suis sortie et on me proposait que des rôles très stéréotypés. Ton père veut te renvoyer au bled, ton frère te tape, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je me reconnais pas là-dedans, et je me reconnaissais pas non plus parce que je viens du théâtre subventionné, donc j'ai quand même étudié les grands textes, et le théâtre était extrêmement fermé. Moi, je le compare toujours à du golf, en fait. C'est extrêmement dur de le pratiquer. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, donc soit tu peux être contre et puis et dire que tout va mal et que le cinéma t'offre pas les rôles que tu veux et que le théâtre ne te permet même pas de passer par la fente de la porte parce qu'il n'y avait même pas d'audition possible, en tout cas, ça n'existait pas. Du coup, je me suis dit, bon, il y avait la caméra qui existait, le numérique qui était venu grâce au dogme. Donc il y avait comme ça une sorte de démocratisation en fait, de l'image. On n'était plus obligé de faire des films en pellicule. Et j'ai commencé à réaliser des petits courts-métrages. Je me fixais une date de projection et j'écrivais. En un mois, j'écrivais, je montais et je tournais. Enfin, je tournais, je montais. Et il y avait une soirée au Café de Paris où je montrais ce que j'avais fait. Et moi, je les appelle des essais. Donc, je me suis essayée comme ça. Donc, mon école, ça a été plutôt la rue, quoi, en fait, et la débrouille. Et puis après, j'ai monté un financement parce que l'argent n'a jamais été un problème. Même si c'est dur,
En tout cas, on me dit oui, mais j'ai pas d'argent, mais j'ai pas ci, mais j'ai pas ça. Moi, je me disais, je veux faire ça, et je savais pas comment. Et en fait, finalement, peu importe le comment, j'arrivais toujours là où je voulais arriver. Bon, je sais pas sourire sur les photos, c'est dégueulasse. Là-haut, là-haut ? Ouais, juste on passe par la caméra. Ça marche. J'adore ça. 3, 4. Hugo Agnin. Politique, c'est la promotion de la prof d'enfant qui est dedans. Allez hop, vous êtes seul pendant votre interview Oui, parce que du coup, Antonin l'a fait. Oui. Ah d'accord. Là, elle est seule. Je pensais vous mettre avec Antonin. Notre quatrième invité de cette émission spéciale, c'est monsieur Antonin Perret-Jatko. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Pour notre première émission spéciale, d'habitude on est à Chambéry, aujourd'hui on est aux Arcs. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes réalisateur de courts-métrages. Oui, alors, en tout cas j'en ai fait. Vous en avez fait 7. Citons La Montagne égrenée. Oui, alors ça c'était des courts-métrages d'école. Voilà. Alors, mais je vais en sortant de l'école, très bien, allez-y. L'heure de pointe, Changement de trottoir, French Kiss, L'opération à la dernière chance, Paris Monopole, Les secrets de l'invisible et Vous voulez une histoire. C'est ça. C'est bien ça. Je crois que c'est ça. Vous avez aussi réalisé 2 longs métrages. Le premier, c'est La fille du 14 juillet en 2013. Oui. Alors ça parlait de quoi déjà ce long métrage? Ça, c'est des gens qui partaient en vacances et la rentrée était avancée d'1 mois. Pour remettre tout le monde au boulot. C'est la crise. Et voilà, bien sûr. Et en 2016, cette année, La loi de la jungle. Voilà, en Guyane. Sur une piste de ski. Voilà, alors ça c'est quand même assez étonnant. En Guyane, bah oui. C'est quand même assez étonnant, c'est pas mal. En même temps, une piste de ski artificielle, on va pas la faire aux Arcs. Ah bah tout à fait. Vous avez raison. C'est en Guyane. Vous avez complètement raison. Vous êtes cette année, pour cette 8e édition du festival, le président du jury court-métrage. Ah oui, parlez. Ouais. Alors comment ça se passe? Que vous avez déjà des coups de cœur? Quelle est la programmation au niveau des courts-métrages présentés cette année? Eh bien, c'est très éclectique au sens où il y a... Alors c'est quand même de la fiction, hein, mais il y a des films d'animation, des films en prise de vue réelle. Voilà, c'est européen. Donc on en a vu une petite trentaine, on va dire. Et donc effectivement, parfois il y en a qui se dégagent, parfois il y a des tentatives. Et c'est ça qui est bien aussi dans le court-métrage, c'est que comme on est moins assujetti à une rentabilité financière comme le long métrage, c'est que ça permet aussi de tester les choses, de voir si ça réussit ou pas. Voilà. Et puis après, c'est vrai que en plus, ce sont les réalisateurs de demain qu'on voit dans les... Tout à fait. Voilà, qui font leur film aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez bien la région puisque vous êtes d'ici, vous êtes de Grenoble. Absolument. Pas très loin, c'est quoi, 2 heures de route des Arcs à peu près? Tout à fait, mes parents habitent à Valménier, donc pas très loin, la vallée d'à côté.